quels sont... Alors, bonjour, je suis le docteur Isabelle Amado, praticien hospitalier au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, site Sainte-Anne, et je m'occupe du Centre Ressources Île-de-France en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale, le C3RP. Je vais vous parler des étapes que l'on observe et que l'on se doit de suivre dans la remédiation cognitive. Alors, on distingue plusieurs étapes. Tout d'abord, le screening, où on va décider si le patient est éligible ou non éligible, si on peut l'inclure dans un programme de remédiation. Ensuite, l'évaluation, puis la restitution, l'éducation aux fonctions cognitives, le bilan post-programme et le bilan à distance du programme. Alors, la remédiation cognitive, si l'on parle du screening, ça n'est pas un recours de première intention, sauf pour les personnes, premier épisode, et les personnes à ultra haut risque. Les personnes à ultra haut risque, ce sont des personnes qui ne sont pas encore malades au sens psychiatrique du terme, mais qui commencent à éprouver des difficultés psychologiques dont on a tout lieu de penser qu'un certain nombre pourront basculer vers un épisode de psychose. La remédiation cognitive, donc, n'est pas un recours de première intention, mais elle doit être délivrée le plus rapidement possible lorsque l'on a des troubles psychiques. Elle répond à une plainte cognitive ou à une faiblesse cognitive face à une problématique d'insertion, et c'est encore plus crucial quand il s'agit de personnes à ultra haut risque ou de personnes ayant un premier épisode de psychose, qui d'ailleurs peut être une entrée dans la schizophrénie ou des troubles de l'humeur. La remédiation cognitive est une thérapie coûteuse pour l'usager et pour les équipes. Elle nécessite un engagement sur plusieurs mois, souvent plusieurs fois par semaine, avec des tâches à domicile. Donc du coup, elle doit avoir du sens dans le parcours de l'usager et s'envisager dans une démarche de thérapie intégrative. Et la remédiation est une des pièces à la co-construction d'un parcours de réhabilitation vers le rétablissement. Alors, la remédiation cognitive, ça s'inscrit aussi dans un ensemble de thérapies psychosociales qui vont toutes permettre de faciliter l'empowerment et qui vont se coordonner et s'agencer selon le profil de la personne. Déjà, il faut que la personne, pour beaucoup de thérapies psychosociales, soit traitée de manière optimale et stabilisée. En tout cas, c'est ce qu'on doit viser. Et on peut proposer comme thérapie psychosociale la psychoéducation, ce que vous voyez marqué sous le sigle ETP, les thérapies comportementales, le sigle TCC, les entretiens motivationnels, lorsque la personne a un faible degré d'insight, donc de conscience de ses troubles, les habiletés sociales pour pouvoir mieux s'insérer dans la communauté, l'habitat inclusif pour pouvoir avoir un logement, que ce soit dans un logement de type foyer ou appartement relais ou dans un logement individuel autonome, les activités physiques adaptées qui peuvent être un complément intéressant et très important dans les parcours de thérapie psychosociale, le coaching et le soutien à l'emploi pour permettre de retrouver une activité professionnelle en milieu ordinaire, la remédiation cognitive et n'oublions pas les aidants avec la prise en charge familiale. À titre d'exemple, quelles sont les étapes chronologiques du programme RECOS? Une chronologie finalement qui est valable pour tout type de programme. Eh bien, on fait d'abord une évaluation initiale qui est clinique, cognitive. Ensuite, on définit des objectifs pour le programme de remédiation. S'ensuit une étape de restitution des résultats avec l'évaluation des répercussions fonctionnelles.
Ensuite, le programme de remédiation commence. Par exemple, le programme RECOS avec des exercices papier-crayon, des exercices ordinateur à partir d'un CD-ROM RECOS et des tâches à domicile. À la fin du programme, on réévalue et on fait à nouveau un bilan. Et puis, parfois, on évalue aussi après 6 mois pour savoir si l'amélioration des capacités se maintient. L'évaluation, donc, après l'étape de screening, est une démarche multidisciplinaire. L'entretien médical va permettre d'expliciter la demande, également va vérifier que la personne est stable cliniquement et au niveau thérapeutique sur au moins un mois, va vérifier l'incidence cognitive des traitements, que la personne ne soit pas trop sédatée, que la personne n'ait pas d'effet moteur trop flagrant. C'est très important parce qu'on doit pouvoir imaginer que la personne en face de soi puisse être un partenaire actif dans la vie professionnelle. Et tant qu'on a des effets latéraux des traitements, eh bien, il faut pouvoir re-questionner le traitement jusqu'à ce que la personne puisse avoir suffisamment d'écoute attentive, puisse avoir également pas d'effet moteur invalidant pour une insertion professionnelle ou même pour accomplir des activités en vie quotidienne. Également, on estime la qualité du projet ou du parcours de réhabilitation. Il faut que le projet puisse être un petit peu réaliste et qu'on puisse le co-construire complètement avec le patient, et on estime l'engagement du patient. Les questions importantes qui peuvent se poser, c'est y a-t-il des troubles de l'attention? Si les troubles de l'attention sont trop importants, il faut les traiter d'abord de manière spécifique avant d'entreprendre un parcours de remédiation. L'évaluation neuropsychologique est posée à partir de la plainte cognitive et de l'entretien médical initial. Elle peut comprendre une évaluation neurocognitive au niveau de l'attention, de la concentration, la mémoire, la planification. Et également, ça peut être une évaluation de la cognition sociale, où on va tester la reconnaissance des émotions, l'empathie, etc. Et puis ensuite, alors durant cette évaluation neuropsychologique, la neuropsychologue va déterminer quels sont les atouts, les compétences, mais aussi les faiblesses du patient, et les stratégies sur lesquelles le patient s'appuie ou sur lesquelles le thérapeute pourrait s'appuyer pour délivrer son programme pour le participant. Puis l'évaluation fonctionnelle infirmière qui fera un lien avec la vie quotidienne et qui va construire le socle des tâches à domicile effectuées tout au long du programme. Ensuite, on va restituer au patient le contenu de tout ce qu'il a fait et donner finalement, échanger avec le patient ce qu'on a observé au niveau de ses forces, de ses compétences et puis des dimensions où il a un peu plus de difficultés. Et cette restitution doit être discutée et comprise par le patient. Le compte-rendu peut éventuellement être donné au patient et il faut faire attention à des notes personnelles éventuelles que le patient ne pourrait ne pas comprendre ou bien que le patient pourrait mal interpréter et choisir les termes employés. Donc on parle de compétences, on parle de petites faiblesses, on essaie de moduler parce que ce compte-rendu va accompagner le patient et également éventuellement être partagé avec la famille. On évoque donc les faiblesses et les stratégies sur lesquelles le patient peut s'appuyer, en plus, et bien sûr les compétences tout d'abord, en impliquant les participants, et si le participant est d'accord, on peut impliquer la famille. Tout cela doit se faire également en présence de la neuropsychologue et de l'infirmière. Et à la fin d'un compte-rendu, on peut mettre un petit lexique qui peut être intéressant pour être dans le savoir partagé et justement considérer le patient et sa famille comme des partenaires actifs dans cette démarche de soins.
Et également, on envoie à tous les soignants autour du patient, sans oublier le médecin généraliste. Parfois, on fait même signer une charte d'engagement entre le participant et le thérapeute qui va délivrer la remédiation. Donc, c'est ce qui est fait, en tout cas dans le programme RECOS, dispensé par Pascal Vianin et qui a fait l'objet d'un ouvrage en 2013. Et cette étape est une étape clé pour sceller un partenariat. Comment mettons en place les objectifs de traitement? C'est un élément du contrat de confiance qui scelle le partenariat avec le patient. Ces objectifs doivent être individualisés, même si la prise en charge est groupale, comme par exemple dans la méthode NIR. Et il faut veiller à ce que ces objectifs soient réalistes. Veiller aussi à ce que les objectifs ne soient pas trop nombreux. Les objectifs doivent être ni trop faciles ni trop difficiles, mais doivent aussi constituer des challenges pour le patient, pour qu'il puisse évoluer, réaliser des choses nouvelles dans sa vie. Pour CRT et RECOS, ces objectifs peuvent constituer un socle possible pour les tâches à domicile. La co-construction de ces objectifs avec le patient fait qu'on pourra les utiliser comme levier motivationnel. Comment fait-on pour le programme NIR, qui lui est un programme groupal? Lors de la restitution, on met en place avec le participant un ou des objectifs qu'il aura choisis et sur lesquels on est tombé d'accord. On discute pour chacun la fonction la plus en difficulté au départ et on examine cette fonction avant-après. On va demander régulièrement en séance à chacun des participants l'état d'avancement du transfert des stratégies et le questionner sur les étapes à mettre en place pour le réaliser. Les participants s'approprient ensuite les acquis au quotidien par rapport à leur objectif personnel. Les aides éventuelles pour déterminer des objectifs, quelles sont-elles? On peut prendre appui sur les résultats à une échelle qu'on appelle la STIX, qui a été construite par Emmanuel Stipp, qui est une échelle de plainte cognitive, ou les résultats de l'évaluation fonctionnelle faite par l'infirmière ou l'ergothérapeute. On peut aussi prendre appui sur l'évaluation neuropsychologique, qui aura déterminé les points forts, les faiblesses et les stratégies sur lesquelles s'appuyer. On peut, troisièmement, s'appuyer sur la prise de conscience lors de la restitution et sur l'évaluation des répercussions fonctionnelles. Dans RECOS, on inscrit 3 objectifs de traitement et on les classe par ordre d'importance ou d'étapes graduelles à atteindre. Ils vont être un fil rouge durant la remédiation. La réévaluation après 6 mois. Au C3RP, elle vient clore un coaching au minimum mensuel fait par l'infirmière de remédiation après le programme CRT ou RECOS. Donc, à la fin du programme, on fait encore une évaluation. L'infirmière discute avec le patient de tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'elle a observé. Le patient aussi peut produire un écrit sur ce qu'il a ressenti. Et ensuite, l'infirmière va coacher tous les mois le patient. Et dans notre modèle qu'on a appelé le modèle tremplin au niveau du C3RP, que vous pouvez trouver sur notre site c3rp.fr, en fait, cette période des 6 mois où on va faire du coaching mensuel a été calculée pour être très proche de l'échéance de réhabilitation prévue dès le début du programme. Et donc, par exemple, si la personne a un concours à passer, eh bien, on a calculé le temps nécessaire pour que le programme se déroule et que le patient soit un peu sur une rampe de lancement à la suite de la fin du programme et qu'il va y avoir un fondu enchaîné avec le moment où il pourra avoir son concours. Donc, il sera bien entraîné. Donc, c'est une étape clé, finalement, cette réévaluation de la construction du programme. Et on va, comme ça, pouvoir stimuler jusqu'au bout le patient et éventuellement le remobiliser avant l'échéance de réhabilitation pour qu'il soit préparé au mieux. Donc, ainsi, on aura une phase de remobilisation, éventuellement de remise à niveau, etc. C'est vrai qu'après tout ce qu'on a opéré comme transformation auprès du patient, eh bien, si on peut continuer à le mobiliser au moment venu et où il a besoin de nous pour être prêt
pour ces échéances, eh bien c'est encore mieux et ça donne peut-être encore plus de possibilités pour qu'il réussisse son parcours. Ainsi, on peut pallier les peurs ou l'anxiété anticipatoire du patient vis-à-vis de l'échéance d'insertion sociale ou professionnelle qui va arriver. Éventuellement, on va aussi, dans cette période, associer des séances de script d'action ou de goal management training pour préparer à des examens ou à des prises de notes. Et ça se fait dans une alliance entre la neuropsychologue, l'infirmière ou l'ergothérapeute et le patient pour décomposer tout ce qui est prise de notes, tout ce qui est préparation, remise à niveau, en script d'action et en actions élémentaires qui auront un lien avec les exercices qu'on aura fait pendant la remédiation. En conclusion, les programmes de remédiation doivent toujours se dérouler sur un patron globalement identique. C'est en cela qu'ils diffèrent d'un entraînement cognitif. En fait, le schéma de déroulement a en soi une valeur thérapeutique surajoutée au contenu du programme. L'évaluation doit être pluridisciplinaire et assortie de préconisations. Elle doit être faite dans une approche d'empowerment et ces évaluations doivent être assorties de réévaluations régulières à chaque étape jalonnant le parcours d'insertion ou de réhabilitation.